Cette semaine, le tout premier véhicule électrique de Honda au Canada, le Prologue 2024. Avec le Honda Prologue, le constructeur japonais fait une rupture complète en matière de design. Selon moi, et peut-être que tu seras d'accord, Samuel, on aurait pu mettre absolument n'importe quel logo devant ce véhicule-là et ça aurait pu marcher. Oui, ça aurait pu marcher. Donc, on veut vraiment apporter une nouvelle approche stylistique pour distinguer le type de motorisation, finalement. Oui. Électrique, ça va être une approche et à essence, ça va être une autre approche. Oui. Et on va voir comment Honda va faire évoluer ça à travers le temps parce qu'on sait qu'il y a d'autres véhicules électriques qui s'en viennent. Oui. Revenons au Prologue qui, on le sait, partage beaucoup d'éléments avec le Chevrolet Blazer, le Cadillac Lyriq et aussi l'Acura ZDX. Oui. Version plus haut de gamme du Prologue du côté d'Acura. Oui. On a donc des proportions qui sont très similaires pour ces quatre véhicules-là. Donc, un empattement qui est très long, très bas aussi comme véhicule, les roues qui sont repoussées aux quatre coins. Ça donne vraiment l'impression que le véhicule est assis au sol, vraiment très bien ancré à l'asphalte. Un véhicule qui est large aussi. Et ça, c'est accentué par les lignes horizontales à l'avant du véhicule. Cette grande bande noire qui englobe également les éléments éclairants du devant. Oui, des phares qui sont Adel, évidemment, pour toutes les versions. Et si vous êtes attentif, vous allez remarquer que quand ils sont allumés, il y a deux éléments éclairants de chaque côté. On partage ça avec la Civic, par exemple, la nouvelle Civic qui a également cette approche-là, l'Accord, le CR-V, etc. Et ce sont des phares très puissants et un petit peu éblouissants aussi pour les gens qui viennent à contresens. Oui, c'est ça, effectivement. Phare anti-brouillard, ça vient avec la version EXL et plus équipée. Nous, on a la version Touring qu'on va distinguer avec ses roues de 21 pouces, entre autres, qui ont un design particulier, mais qui est très joli, à mon avis. Je les trouve magnifiques, personnellement. Porte de recharge, je tiens à le préciser, parce qu'ici, on a une porte de recharge manuel qui est positionné, bon, à l'avant du véhicule, évidemment. Et ça fait vraiment une différence par rapport aux véhicules GM, qui, eux, ont une porte électrique qui est chambranlante. On a vraiment l'impression que ça ne durera pas longtemps. On a évité ce problème potentiel-là avec le Honda. On a une porte manuelle. Élément que je trouve intéressant aussi, il y a une absence complète de chrome. Dans le cas présent, on a un véhicule qui est blanc et avec les accents noirs. Je trouve que ça lui donne un look qui est quand même assez chic. De série pour toutes les versions, c'est du noir lustré. On en retrouve au bas de caisse, rétroviseur, longeron de toit, même les poignées de porte sont en noir lustré. Donc, ça apporte un peu de détails et ça paraît beaucoup avec un véhicule qui est blanc comme le véhicule qu'on a avec nous. Peinture à 300 $ par ailleurs. C'est vraiment de côté qu'on remarque que les proportions du Prologue sont très similaires aux ZDX, au Blazer électrique et au Lyriq. Oui, ça ne ment pas, vraiment, les proportions, la forme de la fenestration, la hauteur de la caisse, c'est à peu près identique. Mais à l'arrière, on sent qu'Honda a fait un travail pour essayer de différencier le Prologue de ces trois véhicules-là, notamment avec les feux de position qui sont concentrés dans le haut du véhicule, forme assez classique, rectangulaire, mais on a travaillé l'intérieur, la structure interne. Très beau, vraiment intéressant Une ce qu'on a fait. approche un peu technologique, j'ai envie de dire, puis moi, je trouve que c'est entièrement réussi de ce côté-là. Et remarque au centre, on a éliminé le logo Honda, on l'a écrit en toutes lettres, de plus en plus répandu dans l'industrie automobile. Mais regarde la typographie, elle est unique aux véhicules électriques Honda, c'est complètement nouveau et ça va se refléter, évidemment, sur les futurs véhicules électriques que le constructeur va amener. Et cette bande noire-là, évidemment, fait un rappel de la calandre. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez réussi. Là, par contre, on a quelques éléments qui nous font un petit peu déchanter. Cet échantillon d'essuie-glace-là. Oui, c'est la même chose qu'on a sur le Chevrolet Blazer. C'est très petit. On se pose des questions sur son efficacité, de 1, et de 2, c'est mal intégré. Ça prend comme toute la place à l'arrière. Surtout que le bras est plus gros que l'essuie-glace en soi. Oui, c'est ça. Il y a un autre élément, et là, c'est plutôt inacceptable. La qualité de l'assemblage, l'aileron ici, là, c'est défaillant. Oui, c'est défaillant. Ça mériterait d'être resserré. Un véhicule qui est assemblé au Mexique sur la même chaîne d'assemblage que le Chevrolet Blazer, qui a un peu le même type de problème par ailleurs. Donc ça devrait franchement être resserré. Bon, on va parler de la qualité de la peinture et de l'assemblage. Bon, assemblage, j'ai déjà une bonne idée de ce que tu vas me dire. L'assemblage pour le reste du véhicule, c'est quand même pas si mal. Quand on se concentre sur la peinture, épaisseur moyenne, ça va, mais c'est l'agencement des teintes qui fonctionne pas du tout. Je sais pas si vous le voyez à la maison, mais la carrosserie est d'un blanc jaunâtre. Le pare-choc est d'un blanc bleuté. C'est la même chose à l'avant.
Puis ici, c'est jaune. Le sérieux, Ouais. c'est extrêmement apparent d'ici. Et on a vu ça chez GM, notamment du côté de chez Cadillac, dans les précédentes saisons d'RPM. On en a déjà parlé. Et vraisemblablement, c'est un problème qui se transfère chez Honda maintenant, parce que c'est un véhicule qui est assemblé sur une chaîne d'assemblage GM. Donc ça, c'est vraiment à corriger. Et quand on considère le prix du véhicule, oui, en plus, l'espèce de bavure de peinture qu'il y a à l'arrière, ce sont des détails. Mais compte tenu du prix du véhicule, ça doit être arrangé. Quand on prend place à bord du Honda Prologue, c'est vraiment drôle parce que le tintement qu'on entend, c'est un tintement de GM. Donc, si vous aviez un doute sur l'origine du véhicule, c'est maintenant confirmé. L'accès à bord est un peu complexe parce qu'on a un seuil qui est élevé et un plancher qui est haut aussi parce qu'on a une batterie, évidemment, sous le plancher, ce qui fait que c'est plus haut. Et en matière de style, on a voulu avoir une approche plus profilée, ce qui fait que le toit est rabaissé. Donc, un peu complexe de prendre place à bord du véhicule. Les sièges sont assez bas, donc ça donne quasiment une position de conduite qui est similaire à celle d'une voiture, donc plutôt contre-intuitif pour un VUS comme le Prologue. Les sièges, dans le cas de la version Touring, sont en cuir perforé, donc chauffant et climatisé. Le chauffage et la climatisation des sièges est contrôlé de façon automatique. Ça, c'est quand même bien. Le confort, c'est assez moyen parce qu'on n'a pas vraiment de support pour les jambes, bon support pour le dos, mais l'assise est assez courte et l'assise est vraiment très, très dure. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se comporter sur la route parce que pour le moment, je vous le dis, je suis pas vraiment impressionné. Visibilité maintenant, vers l'avant, ça va. On a des piliers qui sont étroits, rétroviseur déposé sur l'épaule de la portière, permet donc d'avoir une bonne vision vers l'avant. Mais vers l'arrière, ça se garde parce qu'on a un pilier D qui est large, les appuis-têtes aussi. Et contrairement du côté de chez GM, on n'a pas de rétroviseur caméra. On a, j'imagine, voulu se différencier chez Honda avec un rétroviseur classique, mais ça vient nuire à la visibilité vers l'arrière du véhicule. Le volant est présenté à la façon GM, en ce sens qu'on a des boutons qui sont communs avec le Chevrolet Blazer. Ils sont néanmoins d'une bonne taille, bien positionnés, faciles à manipuler. Volant aussi de la bonne dimension, un bon boudin, une bonne prise en main, donc permet d'avoir un bon contrôle sur le véhicule. Instrumentation, 11 pouces, entièrement numérique pour toutes les déclinaisons. Je déchante un peu parce qu'honnêtement, on a peu de possibilités de personnalisation. OK, on peut afficher la carte, mais il y a très peu d'autres possibilités que ça et la présentation fait vraiment bon marché. On a un fond gris, quelques jeux de couleurs, mais c'est vraiment très minime. On le sait, on le voit chez d'autres constructeurs, il y a beaucoup plus de possibilités de personnalisation. On a un affichage tête haute d'une bonne dimension, bien placé, facile à utiliser. Et quand je me tourne vers le centre, écran d'11,3 pouces pour toutes les déclinaisons et c'est vraiment le même constat que l'instrumentation. Regardez-moi ça, gris, pâle, c'est vraiment ennuyant comme présentation. Les icônes, c'est quasiment grotesque, c'est déposé là à peu près n'importe comment. Bon, l'ergonomie, c'est pas si mal parce qu'on a du côté gauche des boutons qui sont là de façon constante, mais ça manque de couleur, de vivacité. Vous le savez, avec des écrans, on a des possibilités et on n'a pas poussé le bouchon chez Honda de ce côté-là. On a voulu se différencier de chez GM, mais pas de la bonne manière. Climatisation maintenant, des commandes qui sont classiques, bien positionnées, faciles à utiliser. Si je me dirige vers la console centrale maintenant, vous remarquez ici un espace de rangement qui est très peu profond. Moi, j'aurais aimé un peu plus de profondeur pour s'assurer que les objets qui s'y trouvent ne sortent pas quand on est sur la route, mais ça permet néanmoins d'avoir un bon espace de rangement en dessous qui est accessible de part et d'autre. Donc, on a un peu de convivialité de ce côté-là. Porte-gobelet bien placé. Et ici, vous remarquez un chargeur par induction, format poche, si on veut, dans lequel on va déposer notre téléphone intelligent. C'est bien placé. L'accoudoir est à la bonne hauteur pour avoir une bonne position de conduite et il permet d'avoir un espace de rangement qui est quand même assez convenable. Bon espace dans les portes, coffre à gants d'une bonne dimension. Et si je regarde le design de manière générale, c'est monochrome. Du noir, du gris. On devrait avoir un peu plus de couleur pour égayer l'ambiance à bord du véhicule. Et quand je regarde la qualité de finition, la disposition des trucs, écoutez, on est habitué à une meilleure qualité de finition chez Honda et surtout à plus de solutions de rangement. Généralement, Honda, c'est un constructeur qui est novateur et ici, on est allé vraiment de façon conservatrice. Il y a place à amélioration de ce côté-là. L'accès à bord du Prologue à l'arrière, franchement, c'est
pas le problème de la grandeur de l'ouverture, c'est l'angle de la porte qui est compromettant. En fait, on est quasiment empêtré dedans, tant l'angle est limité. Et ça, ce n'est pas habituel du côté de chez Honda. De manière générale, on a au contraire un grand angle très fonctionnel, pensant en fonction de la famille. Et là, ce n'est pas le cas. Une fois assis en arrière, laissez-moi vous dire, il n'y a pas grand-chose pour faire la fête ici. Premièrement, l'assise est vraiment ordinaire. Elle est courte, elle est basse, il n'y a aucun support. Au niveau du dossier, il y a peu de support. En fait, le seul support qu'il y a, il est de ce côté-ci. On dirait qu'il veut comme nous pousser à l'extérieur du véhicule. C'est plutôt ordinaire. Côté dégagement pour les jambes, là, ça, clairement, ça va bien. C'est pas un problème. Même chose pour les hanches, les épaules, ça se gère. Mais la tête, en raison de la présence d'un toit ouvrant panoramique, là, moi, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai littéralement le cou cassé. Et même une personne de taille moyenne n'aura pas beaucoup de confort assis ici. En matière d'équipement, pas beaucoup de réjouissance non plus. En fait, tout ce qu'il y a, c'est que je vous souhaite d'avoir un téléphone cellulaire pour pouvoir vous divertir. Et fort heureusement, vous avez des prises USB-C pour recharger votre cellulaire ou encore une prise 110 volts. Sinon, vous allez pouvoir vous calmer les ardeurs ou vous rafraîchir les idées avec des buses d'aération. Mais pour ce qui est du reste, pas de siège chauffant, pas de rideaux latéraux. Franchement, c'est ordinaire, c'est chiche, considérant le prix qu'on demande pour ce véhicule-là. Et si vous décidez de vous changer les idées devant la platitude de la présentation intérieure du Prologue, sachez qu'il y a un petit poteau qui va entraver votre vue vers l'extérieur. Au niveau des volumes de coffre, maintenant, on est à 671 litres de base avec le dossier relevé. Si on le rabat, on passe à 1543 litres, ce qui est allègrement sous la moyenne du segment. Et on ne peut pas se consoler avec la présence d'un coffre sous le capot. Il n'y en a pas. Merci, Michael. Samuel, on met finalement la technologie Ultium de GM à l'essai sur la piste. Dans un Honda, c'est ce qui est un peu ironique. Ben oui. Et on sait que dans le passé, on a testé des véhicules électriques qui étaient très performants, Oui. d'autres qui étaient plutôt versés vers le confort. On va voir comment le Honda va se positionner Ben à ce oui. chapitre-là. Avec la plateforme Ultium, on a plusieurs possibilités au niveau du type de rouage. 4 roues motrices, favorisant la traction, favorisant la propulsion, traction, propulsion. Ouais. Quel est le choix fait par Honda? Ben, tous les Prologue au Canada viennent avec le rouage intégral qui propose 241 chevaux sur le train avant, Oui. 90 à l'arrière. Donc, c'est vraiment un véhicule qui favorise la traction. Oui. Et ça donne donc 288 chevaux. Pour démontrer la performance au 0-100, j'active le seul autre mode de conduite qu'on a à part le mode normal, c'est le mode sport. Oh! Donc, ça va peut-être Honda Sport, c'est inspirant. délier la mécanique. Et on y va. C'est très doux, très linéaire initialement. Et malgré le fait qu'on a beaucoup de puissance sur le train avant, j'ai pas d'effet de couple. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose, quand même. On a entendu aussi une petite sonorité particulière au mode sport. Ça ajoute un peu de... Ben oui, un son interstellaire. Oui, c'est à peu près ça. Ça se fait vraiment très en douceur. Et le temps, 6,6 secondes. Moi, honnêtement, je pensais que c'était beaucoup plus long que ça, tellement il n'y a pas de sensation. Ouais. On va voir au freinage maintenant. Ouais. Véhicule qui est lourd, mais on a des bonnes galoches, Ouais. comme on pourrait dire. Pneu très large. Oui. Ça travaille fort, hein? Ben oui, puis il y a beaucoup de mouvements. L'ABS déstabilise un peu le véhicule. je Oui, trouve, moi. oui, oui. C'est sur gauche-droite un peu. Pas trop de plongeon, ça, Non. c'est bon. Puis on sait qu'on a un empattement très long. Oui. Ça, c'est un avantage dans le cas présent. Oui. Et on sent que l'ABS travaille fort pour maintenir la stabilité du véhicule et on l'entend travailler aussi. Oui, vraiment. Sensation dans la pédale, honnêtement, on sent pas grand-chose. On met le pied au fond puis on espère pour le mieux, finalement, que ça va arrêter assez rapidement. Dit comme ça. Et on est à 40,9 mètres. Non, c'est trop long. Oui, c'est trop long et au niveau des sensations, plutôt ordinaire, donc il y a place à amélioration. Honda a encore le choix ici. Est-ce Oui. qu'on y va du côté plus dynamique de son histoire ou le côté plus feutré de son histoire? Ou de son origine, chez GM, on a tendance à être plus feutré. Oui, c'est ça. On va exactement. voir donc comment Honda a programmé le Prologue. Regarde ça, direction que j'apprécie beaucoup. Ben écoute... Permet de pointer facilement, la stabilité du véhicule demeure très bonne. Ben oui. Et regarde, même d'un cône large, ça va bien, là. Oui, oui, Le vraiment. véhicule est stable, bien ancré au sol, il n'y a pas de sous-virage. On le sent lourd, hein, par contre. Oui, mais là, écoute, on est à 2400 kilos. Ah oui. Mais on sent aussi que le véhicule est large. Il est Oui. presque 2 mètres.
On compense la garde au sol aussi à plus de 8 pouces par des pneus, comme on a déjà dit, qui sont très, très larges. Donc, t'es groundé, comme on pourrait dire. Je sais pas comment le traduire. Bien, là, bien ancré au sol. Exactement. Même si on a des pneus de qualité plutôt moyenne. Bridgestone Alenza, bon, c'est assez moyen. On veut favoriser évidemment l'économie d'énergie avec un pneu de ce genre-là. Mais malgré tout, c'est la largeur du pneu qui permet de compenser, de donner une bonne adhérence sur la piste. On l'a bien senti. Oui, tu as vu les mouvements de caisse aussi assez bien contrôlés. La caisse est solide. Donc, pour l'épreuve de slalom, c'est une réussite. Est-ce que tu as eu du plaisir? C'est peut-être pas la carte de visite du prologue, par contre. Mais pour être contrôlable, il est facilement contrôlable. Mine de rien, ce qu'on va vivre maintenant est un moment assez important, particulièrement pour GM, puisque c'est la première fois qu'on met à l'épreuve la plateforme Ultium dans l'évitement d'obstacles et on sait l'importance d'une plateforme lorsqu'on arrive à cet exercice. Je m'attends à un bon comportement routier à l'évitement d'obstacles parce que dynamiquement, jusqu'à présent, le prologue est satisfaisant. On a des pneus d'une bonne largeur, un système de freinage pas si mal et on essaie donc l'évitement d'obstacles à 90 km/h. Évidemment, tous les systèmes de stabilité activés. Bon, quand même une bonne stabilité. Au premier braquage, premier freinage, j'ai senti un peu de sous-virage, mais rapidement, les éléments dynamiques du véhicule, donc direction, suspension, système de stabilité et de freinage anti-blocage aussi m'ont permis de garder le contrôle du véhicule, d'éviter l'obstacle. Je crois avoir perçu une roue qui aurait barré parce qu'il y a eu quand même un peu de boucan. Donc, nécessairement, je pense que les pneus ont frotté pas mal au sol. La distance est un tantinet longue, mais c'est à peu près le seul reproche qu'on peut y faire parce que pour le reste, le comportement est bon. J'ai hâte d'entendre tes commentaires. Bien, j'ai trouvé que le véhicule était facilement contrôlable. J'ai vraiment eu la sensation, le sentiment de garder le contrôle du véhicule du début à la fin. Ça dénote un comportement routier qui est sain quand même. Ce qui m'a déplu, c'est la distance, nettement trop longue. Mais pour le reste, là, ça a bien fonctionné à mon avis. De l'extérieur, je t'ai vraiment senti en contrôle avec la direction. Oui. Même que tu es loin de la ligne de compte. Donc, clairement, tu as réussi à rattraper au deuxième braquage. Oui. La distance, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais l'écriture sur le côté du pneu a effleuré le petit cône à droite. Ah oui! Il a légèrement aussi. C'est que l'essentiel, c'est d'éviter l'obstacle? Oui. Donc, c'est évité. Oui. Le système de freinage automatique d'urgence du Honda Prologue est tout à fait classique. On a une caméra au sommet du pare-brise, un radar à l'avant. Les paramètres de fonctionnement, c'est de 4 km/h jusqu'à la vitesse maximale dans le cas des véhicules et de 8 à 80 pour les cyclistes et les piétons. Et nous, on le fait à 60. Avertissement visuel. J'ai eu un avertissement visuel dans l'affichage tête haute, rien dans l'instrumentation. Et contrairement à certains véhicules GM, je n'ai pas eu de vibration dans le siège. Donc, c'est une stratégie que Honda n'a pas retenue dans le cas du Prologue qui, on le sait, partage beaucoup d'éléments avec les véhicules GM. Vous avez vu un freinage qui a commencé assez hâtivement, de façon progressive, s'est relâché à un moment donné, comme le véhicule a constaté que je ne réagissais pas, a réappliqué les freins de façon plus ferme pour un arrêt à une bonne distance de l'obstacle. C'est donc réussi et on s'en va sur la route maintenant avec le collier. Un des défis des constructeurs, c'est le confort sur la route. Comment gérer les suspensions en fonction du poids très élevé des véhicules. Surtout pour les véhicules électriques. Surtout pour les véhicules électriques, évidemment. Comment Honda gère cet aspect? Bien, on sait qu'il y a beaucoup de véhicules qui ont une suspension très ferme. Je n'ai pas besoin de te donner d'exemple. Chez Tesla, entre autres, on a des suspensions très, très, très fermes. Polestar. Polestar, c'est un peu la même chose. Mais chez Honda, on est allé vraiment en formule de compromis. C'est vrai qu'on a un véhicule qui est lourd, là, 2400 kilos, mais on a une suspension qui pardonne. Permet un peu plus de confort, une bonne douceur sur la route. Et moi, personnellement, je préfère le Prologue au Chevrolet Blazer pour la calibration de la suspension. Oui, on l'a essayé tous les deux et c'est un constat qu'on a fait. Le Blazer, il est raide. Oui, c'est ça. Le Prologue, lui, nous donne quand même un bon confort, mais en même temps, va donner une bonne tenue de route, des mouvements de caisse qui sont bien contrôlés. Puis moi, je me sens à l'aise dans ce véhicule-là. Je me sens bien. Je sens que sur la route, je suis en confiance. Et je trouve que c'est un sentiment qui vaut la peine d'être nommé parce qu'on l'apprivoise rapidement, le Prologue. Et c'est assez aseptisé, par exemple. Au niveau de ma perception, là, je me sens en déplacement point. Oui, oui.
Il n'y a rien d'excitant. On vise pas le dynamisme avec ça. On mise vraiment sur le confort, la facilité d'utilisation au quotidien, puis sont là. Puis ton mode sport sur la route, est-ce que ça va donner un petit punch de plus, quelque chose qui va nous émoustiller quelques temps, soit peu? Je vais te dire, bien franchement, sur la piste, j'ai mis le mode sport parce que faut le mettre là, pour essayer de délier un peu la mécanique. Ouais. Mais pour vrai, vous allez l'oublier à peu près immédiatement parce que ça rend l'accélérateur un peu plus sensible, ça raffermit la direction, mais sans plus. Bon. Pour vrai, là, laissez ça en mode normal, ça va être bien correct comme ça. Bon, maintenant, on le sait que la gestion de la récupération de l'énergie au freinage, donc la conduite à une pédale, c'est un enjeu chez bien des constructeurs, encore une fois. Honda, il va quand même. Bon, tu as l'option de ne pas avoir du tout de freinage régénératif, comme actuellement. Je lève mon pied de l'accélérateur, ça roule. Bon. Je peux l'activer avec un bouton qui est toujours là dans l'écran. Ouais. Ça, j'aime ça, c'est facile d'utilisation. J'appuie là-dessus. Et la force de régénération peut être réglée, donc moyenne ou élevée. Là, je suis en mode élevé. Quand je relâche l'accélérateur, ça freine, là. On aime ça comme ça. Donne-moi une conduite à une pédale qui fonctionne et dans le prologue, ça fonctionne. La force est assez élevée. Et si jamais c'est pas assez élevé à votre goût, bien, vous avez tout le temps la palette qui est du côté gauche du volant. Oui. Les gens qui ont connu les Chevrolet Volt, les Chevrolet Bolt, on avait ce même genre de palette-là. On tire là-dessus et ça augmente la force de freinage régénératif. On a la même chose dans le prologue et ça fonctionne très bien. Il faut dire que cette technologie-là vient directement de chez GM. Honda a probablement rien fait dans ce dossier-là. Ouais. Et c'est une bonne chose qu'on ait copié GM dans le cadre du freinage à une pédale. Oui. Bon, question de visibilité maintenant. De mon point de vue, bon, je vais te le dire, là, j'aime vraiment pas le tableau de bord. Je trouve ça terne à souhait. C'est une dépression. Mais la visibilité est bonne. Oui, parce que le tableau de bord est rabaissé. Ouais. Ça, c'est quand même bien. Tout est vraiment très bas. Dégage une très bonne visibilité vers l'avant. Oui. Je sais pas si tu remarques, là, mais le tableau de bord continue comme dans le capot. Oui, vraiment. On a vraiment l'impression d'être à l'extérieur quasiment parce que la surface vitrée est bonne, le toit ouvrant est très grand. Oui. C'est sûr qu'à l'arrière, là, le pilier D est très large. Ça, c'est un handicap en matière de visibilité. Ouais. Et on n'a pas de rétroviseur caméra. Bon. Pourquoi pas avoir mis ça? C'est une technologie qui existe. Puis est-ce nécessaire de rappeler le prix du prologue? Oui. 72 000 et quelques. Là. Ouch. Je pense qu'à ce prix-là, on serait en droit d'avoir un équipement comme ça au centre du véhicule. Effectivement. Bon, consommation, autonomie. Bon, le constructeur annonce 439 km d'autonomie pour la version Touring avec les roues de 21 pouces. Évidemment, on sait que ça désavantage généralement les véhicules. Oui. Nous, avec nos tests de consommation, on a fait 20 kWh au 100 km, ce qui aurait donné une autonomie de 415 km en fonction de la taille de la batterie. Ouais, c'est pas super. On le dit souvent, mais nos tests sont faits dans les conditions idéales, ce qui fait qu'on peut se permettre de dire que le prologue consomme quand même pas mal d'énergie. Au moins, est-ce que tu as une capacité de recharge qui est élevée sur une borne de niveau 3, par exemple? 155 kW, ce qui n'est pas très élevé, et on a aussi la possibilité de préconditionner la batterie via le système d'infodivertissement. Donc, on a cet avantage-là, mais disons que c'est pas nécessairement la force du prologue d'avoir une consommation faible et une recharge très performante. Bon. Maintenant, les points positifs et les points négatifs. Point positif d'abord, une bonne tenue de route, une mécanique qui est bien calibrée et une ergonomie qui est bonne à l'intérieur. Du côté des points négatifs, on a une bonne ergonomie, mais c'est très terne comme présentation de l'habitacle, un prix qui est trop élevé pour la version Touring et évidemment une fiabilité qui est à prouver. On ne connaît à peu près rien de cette mécanique-là sur notre marché. Maintenant, quelle est ta recommandation par rapport à un Honda Prologue 2024? Vous connaissez notre prudence habituelle, c'est une mécanique qui arrive sur le marché, toute nouvelle technologie, donc c'est un véhicule qu'on place en évaluation.